Bonjour à toutes et à tous. Et si on prenait une seule journée, juste une, pour essayer de comprendre les grandes forces qui agitent notre monde? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec la presse du 6 janvier 2026. Des tensions géopolitiques aux réalités économiques, en passant par les luttes d'influence, vous allez voir, une seule journée, ça peut en dire très très long. En fait, la vraie question qui ressort de toute cette actualité, c'est celle-ci. C'est un peu le fil rouge de la journée. On sent bien qu'on est dans un monde en plein basculement où toutes les certitudes qu'on avait hier sont en train de voler en éclats. Ces quelques mots tirés du journal Le Monde sont assez forts. La loi de la jungle, ça donne le ton et ça résume parfaitement la plus grosse histoire du jour. L'idée que la force brute est en train de redevenir l'argument principal dans les relations entre les pays. Alors voyons concrètement comment ça se manifeste. On commence donc avec ce premier grand thème, comment des actions très récentes, notamment celles des États-Unis, sont en train de complètement redessiner la carte du monde et les règles du jeu. Regardez un peu cette chronologie, ça va très très vite. Il y a un an à peine, le 3 janvier, les États-Unis intervenaient militairement pour virer le président Maduro au Venezuela. Aujourd'hui même, Donald Trump annonce qu'il va s'occuper du Groenland. Et la conséquence de tout ça, elle est juste inédite, historique. Le Danemark, un allié de la première heure de l'OTAN, considère maintenant officiellement les États-Unis comme une menace. Mais alors pourquoi tout ça? Les sources sont assez claires. Derrière les grands discours sur la sécurité, il y a des intérêts économiques colossaux. Le Venezuela, c'est pas seulement les plus grandes réserves de pétrole au monde, c'est aussi de l'or, du coltan, du fer. Bref, le point crucial, c'est que cette logique de la force met en péril tout l'équilibre mondial d'après-guerre, à commencer par l'OTAN, et ça fait ressurgir de très mauvais souvenirs, comme l'invasion de l'Irak en 2003. Et l'Europe dans tout ça? Face à ce grand chambardement, comment elle réagit? Eh bien, disons qu'elle est profondément divisée, fracturée, en pleine crise existentielle en fait. L'aide à l'Ukraine est un exemple parfait et même criant de cette division. Maintenant que les Américains se retirent, ça repose sur les Européens. Sauf que l'effort est loin d'être partagé. Regardez, on a le Danemark qui met le paquet, 3% de son PIB, c'est énorme, et de l'autre côté la France, avec seulement 0,29%. Ce fossé immense, évidemment, ça crée de grosses tensions dans l'Union. En France, la situation n'est pas plus simple, loin de là. Il n'y a aucun consensus. Emmanuel Macron, lui, joue un peu les équilibristes. Il n'aime pas la méthode Trump, mais il n'est pas mécontent que le dictateur Maduro soit parti. Pendant ce temps, à l'extrême droite, c'est la division totale. Marine Le Pen crie à l'ingérence au nom de la souveraineté, alors que des personnalités comme Éric Ciotti ou Éric Zemmour, eux, applaudissent ce qu'ils voient comme une défense de l'Occident. Du coup, pour le gouvernement français, la conclusion est sans appel. Toute cette crise ne fait que valider une idée qu'ils défendent depuis longtemps. Il est urgent, mais alors vraiment urgent, que l'Europe se donne les moyens d'agir seule, de devenir une vraie puissance pour ne pas se faire écraser. C'est leur fameux concept d'autonomie stratégique. Allez, on quitte le terrain purement géopolitique pour un autre champ de bataille, peut-être plus discret mais tout aussi décisif. C'est la bataille pour le contrôle des esprits qui se joue en ce moment même dans les médias français. Les sources du jour décortiquent ce qu'elles appellent le système Bolloré. C'est une mécanique d'influence assez bien pensée en plusieurs étapes. 1. On prend le contrôle du thermomètre, c'est-à-dire l'institut de sondage. 2. On devient l'éditeur des personnalités politiques qu'on souhaite promouvoir. Et 3. On contrôle le porte-voix, la ligne éditoriale des médias, pour imposer ses thèmes. Et le résultat de ce système, eh bien, il est pour le moins visible. Le nouveau sondage du GDD fait maison montre une envolée spectaculaire des personnalités d'extrême droite, avec des scores bien plus élevés que dans n'importe quel autre baromètre national. C'est assez frappant. Là, on est en plein dans ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Le Monde le souligne d'ailleurs, les 7 premières personnalités politiques de ce fameux sondage sont toutes publiées par Fayard. Fayard qui appartient au groupe Bolloré, la boucle est bouclée comme on dit. Bon, laissons un peu de côté les sphères du pouvoir pour regarder comment tout ça se traduit dans l'économie du quotidien. Et là aussi, on va voir qu'il y a clairement 2 réalités qui coexistent. Prenons l'exemple de la Grèce. Sur le papier, c'est une success story incroyable. Une croissance 2 fois plus forte que la moyenne européenne, le chômage qui a chuté. Mais quand on regarde la réalité vécue par les gens, c'est une autre histoire. Le niveau de vie n'est toujours pas revenu à celui d'avant la crise, le salaire moyen stagne à 1100 € et le prix d'un kilo de viande a presque doublé. Et ce genre de paradoxe, on le retrouve aussi en France, sur le marché du logement. D'un côté, on a une bonne nouvelle. Les ventes repartent enfin. Super. Mais de l'autre, et c'est là où le bas blesse, l'investissement pour louer, lui, s'effondre. Résultat des courses, une galère monstre pour trouver un logement, surtout quand on est jeune ou précaire. Allez, on aborde notre dernier volet. Dans cette époque de conflit, de manipulation et d'incertitude économique, comment est-ce que la culture réagit? Où est-ce qu'on va chercher du sens? On assiste à un basculement assez fondamental.
On passe du critique traditionnel, dont l'autorité venait de son savoir et de son analyse, à l'influenceur sur les réseaux sociaux, qui lui mise tout sur l'émotion, le ressenti, le lien personnel. On cherche moins une évaluation intellectuelle qu'une forme de proximité, d'identification. Ce chiffre, moins 4%, il peut sembler anodin, mais il est hyper révélateur. C'est la baisse des ventes de ce qu'on appelle les livres pratiques, les guides de cuisine, de bricolage, de voyage. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, pour une recette ou un tuto, on demande tout simplement à une intelligence artificielle. Face à ce monde de plus en plus virtuel, le philosophe Charles Pépin propose une sorte de contrepoison. Ce qu'il dit, c'est que la vraie beauté, celle d'un paysage, d'une œuvre d'art, a quelque chose d'unique. Elle nous ancre dans l'instant présent. Et ça, c'est une expérience, un ancrage, que selon lui, aucune machine ne pourra jamais nous offrir. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. Une question qui finalement relie un peu tous les thèmes qu'on a vus aujourd'hui. Dans un monde façonné par la force, par l'influence des algorithmes et par l'intelligence artificielle, où est-ce qu'on trouve ce qui a vraiment de la valeur, ce qui est vraiment beau ? Voilà, c'est une réflexion qui, je l'espère, nous accompagnera. Merci beaucoup d'avoir été là.